Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma. On est ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence. Cette conférence qui prend place dans le cadre de l'exposition Origins of Cinema, qui a démarré aux alentours du 15 mars et qui se poursuivra jusqu'au 14 juin. On a, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la visiter, je vous invite à le faire parce qu'on a des pièces très rares qui marque les débuts et juste après le début de l'histoire du cinéma, enfin de l'invention du cinéma. Toutes ces pièces font partie, une grande partie de ces pièces font partie de la collection de notre ami Jean-Pierre Hersker, qui est ce soir le maître de conférence, qui va nous expliquer tous les secrets du Technicolor. On est ravis de pouvoir vous présenter cette séance. Jean-Pierre, rejoins-moi. Il vaut mieux applaudir avant qu'après, car c'est une conférence, c'est pas un cours, mais c'est quand même une conférence avec pas mal d'éléments assez pointus. Voilà, donc comme je disais, cette conférence prend place dans le cadre de cette exposition, donc il y a plusieurs événements qui sont liés à cette exposition. On en a déjà réalisé quelques-uns avec pas mal de succès, notamment dimanche dernier, on a fait une démonstration du cinématographe. Jean-Pierre, c'était une très belle séance. Je trouve que... Est-ce qu'il y en a qui étaient là dimanche? Je pense que oui. Et madame aussi était là, je me souviens. Oui, vous. Mais c'était sold out, hein, vu la dimension. C'était bien, non? Voilà, donc c'était super. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en aura deux autres. Donc il y en a une autre le 17 mai, une autre le 14 juin. Des conférences, donc il y en a une ce soir. Il y en aura trois autres. Une que Jean-Pierre donnera le 7 juin et qui s'intitule « Depuis Edison et Lumière jusqu'au dernier procédé argentique ». Et puis, il y aura aussi deux conférences sur l'histoire du Palace, du Pathé Palace qui est devenu le Palace. Et c'est l'architecte qui a été chargé de la rénovation, de la restauration du Palace qui la donnera. Donc il y en a une le 5 mai et l'autre le 30 mai. Ce sera la même conférence, mais à deux dates différentes. Si vous êtes intéressé par l'architecture et par le cinéma, je vous conseille, c'est très chouette. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que, comme vous, je suis impatient de connaître les secrets du Technicolor. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Tu peux peut-être un peu nous expliquer ce qu'on va voir. Est-ce que tu vas nous expliquer? Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, parce qu'une heure et demie pour parler d'un procédé de couleur aussi complexe que le Technicolor, c'est un peu court. Et donc, j'ai décidé de consacrer la moitié du temps à vous donner des explications. Et je tiens d'ailleurs à remercier Francis de Lavelay, qui est là, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses sur le Technicolor. Je tiens quand même à le dire, il m'a aussi offert des morceaux de pellicule, des fragments de pellicule bien précieux. Il y aura donc merci Francis. Il y a donc une moitié qui sera consacrée à des explications et l'autre moitié à la découverte d'extraits de films originaux d'une immense rareté. Alors c'est un mot que j'emploie souvent, mais je vais avoir 74 ans et quand dans une vie on a une chance de trouver un extrait en bichrome, un extrait en trichrome, un dessin animé en quadrichrome sur une vie, c'est quand même extrêmement rare et donc c'est la raison pour laquelle j'insiste. Donc vous verrez beaucoup de films et vous les verrez probablement pour la dernière fois dans votre vie en pellicule. Ça, c'est parce que c'est quand même exceptionnel d'avoir à sa disposition une salle comme la grande salle du Palace et parce que c'est un lieu qui met particulièrement en valeur l'héritage du spectacle cinématographique, comme d'ailleurs l'architecte qui a conçu la salle et qui tenait absolument à refaire cette salle en conservant l'héritage de l'histoire du cinéma. Et donc, je suis assez impatient d'assister à sa conférence. Est-ce que je peux aller m'asseoir, Jean-Pierre? Parce que j'ai l'impression que tu as déjà commencé. Oui, eh bien, on va démarrer tout de suite. Eh bien, formidable. Voilà. Et merci pour votre présence, en tout cas. C'était un risque, évidemment. Qui connaît le mot Technicolor, hein? Le Technicolor, est-ce qu'il fait réellement partie de notre mémoire collective? Eh bien, ça dépend de l'âge que l'on a. Pour pas mal de personnes, c'est un mot que l'on ne connaît pas du tout. Voilà. Eh bien, vous allez savoir ce que c'est. Alors, j'espère que tout va fonctionner. Vous savez, la dernière fois que j'ai donné une conférence comme ça, c'était
à Tokyo, il a fallu une demi-heure aux techniciens pour lancer la projection. Donc, c'est pour vous dire que même à Tokyo, ça coince parfois. Voilà, eh bien, au Palace, ça ne coince pas. Ouais, merci, Megan. Alors, sans plus tarder, parce que c'est quand même assez compliqué, sans plus tarder, un mot d'explication sur la complexité de l'histoire du Technicolor. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Alors, j'ai ici fait un tableau de synthèse de l'histoire du Technicolor. J'ai recensé plus de 30 étapes évolutives dans les différents procédés. Impossible de les énumérer tous, et cela ressemblerait à un catalogue, et il me faudrait 1h30 rien que pour la table des matières de ce catalogue. Je vais donc saucissonner l'histoire en 4 grandes parties. Alors, la première partie concerne la période expérimentale en bichrome. Alors, les 3 fondateurs de Technicolor, c'est notamment Herbert Kalmus, Comstock et Comtrack, ils ont en fait décidé dès 1915 de se lancer dans le cinéma en couleur. Ils savaient pertinemment bien que le système bichrome ne serait pas satisfaisant. Et ils ont, à des fins économiques, et pour des raisons pratiques aussi, ils ont décidé de commencer la commercialisation d'un système bichrome, un système de bichromie avec 2 couleurs. Vous savez que la lumière blanche est constituée du rouge, du vert et du bleu. Et donc, il faut au moins capter les luminances de ces 3 couleurs. Eh bien, c'était techniquement pas possible. Mais ils savaient que ce n'était pas possible. Ils ont donc décidé quand même de commencer à fabriquer des systèmes bichrome et quelque part de tromper un peu l'industrie. Nous allons voir que ça va leur coûter très cher. Alors, à partir de 1932, ils mettent au point la trichromie. Ce sera l'âge d'or du Technicolor. Ils inventent un système trifilm noir et blanc. Donc, ils vont utiliser des caméras avec 3 pellicules, noir et blanc, où chaque pellicule capte les luminances de rouge, de vert et de bleu au travers de filtres, et nous verrons comment on parvient à tirer des copies positives au départ de ces 3 négatifs noir et blanc. Alors, à partir de 1953, la situation va radicalement changer et ce seront les conséquences de l'introduction de la monopaque chromogène, en d'autres termes, une seule pellicule qui capte toutes les couleurs. Ce sera la pellicule Eastman Color qui va mettre définitivement fin au système d'acquisition 3 films. Nous aurons l'occasion d'en parler. Ce qui est surtout extrêmement important dans l'histoire du Technicolor, c'est le système d'imbibition. C'est un système de transfert de colorant, le dye transfer, et ça consiste à imprimer des images sur une pellicule transparente, un peu comme à la poste. Je ne sais pas si ça existe encore, mais on voyait souvent les employés prendre un tampon, ils l'imbibaient d'encre et ils tapaient sur une feuille de papier. Il y a donc bien un transfert de colorant entre un tampon et le papier. Eh bien, nous verrons que dans le système Technicolor à imbibition, c'est le même principe qui sera utilisé. Dès l'invention de la monopaque chromogène, le système à imbibition sera définitivement abandonné, mais ce sera aussi pour Technicolor une période économiquement problématique puisqu'on n'aura plus besoin de ces fameuses caméras. Nous verrons comment Technicolor a pu résister à des périodes économiquement très, très, très difficiles. Et à partir de 1974, ce sera la fin définitive de tous ces traitements d'imbibition, et Technicolor deviendra un laboratoire conventionnel comme tous les autres laboratoires dans le monde. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a... attendez, où est-ce que j'en suis ? Il y a eu plusieurs systèmes, le système bichrome, le système trichrome et le système quadrichrome qui existe qui a débarré en 1935 jusqu'en 1945. C'est-à-dire 4 couches. Il y aura une émulsion noir et blanc, plus du rouge, plus du vert, plus du bleu. Et vous avez de la chance, et moi aussi d'ailleurs, parce que j'ai trouvé dans ma vie des pellicules qui permettent de concrétiser tout cela. À partir de 1939, Technicolor va se lancer dans l'étude d'une pellicule monopaque. Je n'en parlerai pas.
Il y a 2 conférences sur le site de la Cinémathèque. Je parle de la Cinémathèque française que j'ai données. Donc j'ai déjà donné 5 heures de conférences à Paris sur le sujet. Les conférences sont en ligne sur le site de la Cinémathèque française. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site de la Cinémathèque française. À partir de 1954, la pellicule Eastman Color Kodak va abolir toutes les recherches menées par Technicolor dans une solution économiquement plus intéressante. Alors, je parlais ici de la quadrichromie. Ce sera abandonné en 1945. Technicolor va s'y intéresser à nouveau en 1981 avec un système de rétention d'argent, ENR. ENR, ce sont les initiales d'Ernesto Rico, qui va réintroduire un système photochimique à 4 couches permettant d'obtenir des noirs extraordinaires qu'Eastman Color ne parvient pas à obtenir. Alors, Technicolor, ce n'est pas qu'un système de couleurs. Ils vont aussi se lancer dans la commercialisation de 2 procédés que nous illustrerons ici. C'est le Technirama, Technicolor, Technirama. Il y aura le Super Technirama, avec par exemple Spartacus, dont vous verrez quelques images dans quelques instants, et avec le procédé Techniscope. Alors, ce que je propose immédiatement, c'est de vous parler très rapidement de la bichromie. Quand je dis rapidement, il faut surveiller l'heure parce que je parle souvent beaucoup trop. Donc, les laboratoires Technicolor savaient que la bichromie ne serait pas un système satisfaisant. Nous voyons ici qu'ils auront beaucoup de mal à sensibiliser et à intéresser l'industrie du cinéma. Et ça démarre malgré tout, donc les rentrées d'argent commencent à se faire chez Technicolor et plusieurs productions de longs métrages seront tournées en bichromie. Et comme vous le voyez, ça s'arrête brusquement. Donc imaginez la situation économique du laboratoire. Les recettes commencent à rentrer, on a du travail, jusqu'à 16 productions par an, et brusquement ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Nous sommes en 1930, et 1930, c'est une période charnière dans l'histoire du cinéma. C'est d'abord le krach boursier qui va plonger l'industrie du cinéma dans une situation économique extrêmement difficile. Et ce sont aussi les conséquences de l'introduction des formats larges dans l'exploitation. Il y aura l'introduction du 70 mm. Et tout cela tombe à un moment où l'industrie du cinéma est en dette par rapport aux grandes banques. Alors, ce sera l'objet de la prochaine conférence que je donnerai. Attendez, je vais revenir là-dessus. Ce sera l'objet de la prochaine conférence où je vous expliquerai que l'industrie du cinéma, et vous voyez ici toutes les majors, sont en dette par rapport à la Chaise nationale, à Rockefeller, à la grande banque Morgan. Pourquoi? Parce que ces grandes banques ont financé les grands trusts de l'électricité dans le passage du muet au parlant. Et l'industrie du cinéma était donc en difficulté parce que le film était devenu un produit purement capitaliste à partir du parlant et l'industrie s'est de moins en moins intéressée à la couleur. Et ni à la couleur d'ailleurs, ni au procédé pour format large. Alors nous reparlerons de cela dans la conférence que je donnerai dans 2 mois ici, qui sera la suite de celle-ci. Et une des raisons aussi, c'est le fait d'avoir triché par rapport à l'industrie, en annonçant par exemple que c'est 100% natural color. C'est un film en bichrome. Eh bien, dans la bichromie, il manque le bleu, dans le système choisi par Technicolor. Il manque le bleu. Pourquoi? Parce que c'est la couleur qui est la moins présente dans les systèmes de couleurs. Mais il y a quand même un peu de bleu dans la trichromie, dans la bichromie. Dans le vert, il y a un peu de bleu et dans le bleu, il y a un peu de vert, mais pas suffisamment pour que le bleu soit significatif. Donc cette tromperie ne passera pas inaperçue et les laboratoires Technicolor auront beaucoup de difficultés à reconvaincre l'industrie de la pertinence d'un système de couleurs. Alors en gros, ce que nous allons voir, je vais essayer d'aller plus vite, ce sont les 3 grandes étapes. C'est d'abord la caméra Technicolor, acquisition des images par un procédé trifilm en noir et blanc, c'est la fabrication des matrices Technicolor et c'est le tirage des copies positives à imbibition. Alors, voyons d'abord ce qu'est cette fameuse caméra dont il existe un exemplaire. Il y a 2 exemplaires à Paris.
un chez un particulier et l'autre à la Cinémathèque française. Alors vous voyez ici cette extraordinaire caméra Technicolor avec bien 3 systèmes d'entraînement de la pellicule. Et vous voyez ici ce qui produit d'ailleurs beaucoup de bruit. Donc vous avez ici une caméra blimpée. C'est un monstre de 200 kg. Et si vous voulez en voir une en live, eh bien, je vous invite à aller à la Cinémathèque française. Ils en ont découvert une. Alors ça, c'est un schéma. C'est le schéma que Technicolor donnait à l'époque pour expliquer comment ça fonctionnait. Moi, j'en ai fait un autre, beaucoup plus pédagogique, disons, beaucoup plus didactique. Comment fonctionne cette célèbre caméra? Première donc des 3 étapes. Alors, c'est une caméra avec 3 pellicules noir et blanc, un objectif qui vient ici et un prisme diviseur. Alors, le prisme diviseur laisse passer les rayons à l'horizontale, mais grâce à une plaque en or, d'ailleurs, qui sera plus tard une plaque en argent, les faisceaux lumineux sont aussi déviés. Alors, voyons comment capter les luminances de rouge, de vert et de bleu avec des pellicules noir et blanc. Eh bien, dans cette image, il y a du vert. Le vert est filtré par un filtre vert, donc la lumière verte passe, et ce filtre vert arrête le rouge et le bleu. OK, on a une pellicule noir et blanc, orthochromatique, pas besoin d'avoir une pellicule de type panchromatique, par exemple, beaucoup plus difficile à traiter. Donc c'est une pellicule noir et blanc conventionnelle. OK, on a une image noir et blanc qui capte les luminances de vert. Les 3 faisceaux lumineux sont déviés et passent par un filtre magenta. Le magenta est la couleur complémentaire du vert. Donc le vert ne passe pas le filtre magenta. Et le rouge et le bleu passent. Ici, ils vont utiliser une pellicule au gélatinobromure qui n'est pas sensible au rouge. Donc on a une pellicule noir et blanc qui ne capte pas les luminances de rouge, pas de vert non plus, puisqu'il n'y en a pas. Et donc on a ici, je me répète, une pellicule noir et blanc qui capte les luminances de bleu. Qu'est-ce qui passe au travers de ce film? Le rouge et le bleu. Un filtre rouge bloque les rayons bleus et les rayons rouges finissent sur un filtre noir et blanc panchromatique qui est du noir et blanc sensible à la lumière rouge. On a donc finalement, dans la caméra, on a bien 3 films noir et blanc qui ont été sensibilisés par les 3 couleurs fondamentales. Voilà la caméra. Je vous dis tout de suite qu'il y a eu 30 étapes évolutives chez Technicolor. J'en aborde une ici. Donc la situation... Attendez, je pense que je me trompe. Voilà, maintenant on va voir en gros ce qu'on va faire de ces 3 négatifs noir et blanc. Voilà, on a ici une image, 3 filtres de couleurs, 3 négatifs noir et blanc. On va en faire des positifs, les voilà. Et on va ensuite fabriquer des matrices jaune, cyan, magenta que l'on va venir impressionner sur une pellicule qui préalablement a été impressionnée avec la piste son. Donc là, je vais un peu trop vite. On enregistre le son. Le son sera en positif sur une pellicule transparente sur laquelle on va imprimer les 3 images. Voyons, et on va retrouver par la suite les couleurs d'origine. Mais voyons comment on peut... Je suis désolé, c'est une conférence qui sera bien illustrée, croyez-moi. Alors, je vous explique en gros comment cela fonctionne. J'ai pris l'exemple d'un drapeau japonais. Alors, je voudrais analyser ce qui se passe à cet endroit-ci. Donc, j'ai ici une séparation, pas une séparation, pardon, j'ai une ligne transversale. Que se passe-t-il à ce niveau-ci? J'ai mes 3 pellicules noir et blanc et mes 3 filtres rouge, vert et bleu. Que voit le négatif au travers d'un filtre bleu? Eh bien, le filtre bleu coupe le rouge. Donc, c'est noir. Mais si c'est noir sur le négatif, c'est transparent. On est bien d'accord. Là, j'ai de la lumière qui passe et la lumière devient opaque sur le négatif. Donc, ce que voit le négatif noir et blanc du drapeau japonais, c'est à cet endroit blanc, c'est du noir, c'est l'inverse. Là où j'ai mon drapeau rouge, eh bien c'est noir, puisque le bleu bloque le rouge, et donc sur le négatif, c'est transparent. Donc ça, c'est ce que l'on voit sur la pellicule négative au travers du filtre bleu.
Au travers du filtre rouge, que voit-on? Eh bien, rebelote. Là, il y a de la lumière, donc c'est opaque sur le négatif. Là, c'est rouge. Le filtre vert arrête le rouge. Donc là, j'ai une zone transparente. Et là, c'est de nouveau opaque. Que voit le filtre rouge? Rebelote. Dans la zone transparente, il voit l'inverse, donc c'est noir. Et là, il ne voit pas ni du blanc ni du noir, mais du gris. On est bien d'accord. Donc une partie de la lumière rouge passe au travers du filtre rouge. Ce n'est ni blanc ni noir, c'est gris. Alors, que peut-on faire avec ces trois négatifs? Eh bien, nous allons sensibiliser une émulsion en gélatine. Alors la gélatine se dissout dans l'eau, mais la gélatine a un avantage, c'est que la gélatine durcit sous l'action de la lumière. Alors regardez, si la gélatine durcit sous l'action de la lumière, lorsqu'on nettoie ces films à l'eau, tout simplement, et là, Francis, qui a eu la chance de visiter ces laboratoires Technicolor, nom d'une pipe, tu aurais pu donner la conférence, mon cher, après tout ce que tu m'as donné comme information. Mais c'était aussi des secrets. Donc, c'était extrêmement difficile d'aller chez Technicolor et d'avoir ce type d'informations. Si on passe cette gélatine ici, à l'eau, eh bien, là où la gélatine a été exposée à la lumière, elle durcit. Et là où la gélatine reste tendre, elle se dissout à l'eau et on finit par avoir un tampon. J'oublie de vous dire que ceci, c'est la pellicule transparente, vierge. Pas vierge, pardon, c'est une pellicule transparente qui n'a pas de gélatine. Et ça, c'est la gélatine. OK ? Rebelote pour le vert. Là, la gélatine est tendre, elle va disparaître. Reste la gélatine qui sera exposée à la lumière et qui va durcir. Et là, elle va partiellement disparaître puisqu'on n'a pas un blanc parfait, donc la gélatine va un peu durcir, elle va un peu disparaître, se dissoudre dans l'eau et il reste un petit morceau. OK. Imbibons maintenant ces trois zones de gélatine avec les couleurs du système soustractif jaune, magenta, cyan. Voilà, on a ici nos trois tampons. Je vous signale que ça, ce n'est pas un tampon, hein. C'est une ligne imaginaire qui se trouve ici. Et voilà, donc on a là une zone, il n'y a rien du tout. Là, on a le drapeau et on a une gélatine imbibée de jaune, et là, plus rien du tout. Imprimons maintenant ces trois couleurs sur la pellicule. Voilà, on imprime le cyan. Si on imbibe ça d'encre, on va presser maintenant l'encre sur la pellicule, un peu comme le tampon à la poste, et on aura un peu de cyan. Puis, on a beaucoup de magenta et beaucoup de jaune. Expliquons un peu ce qui se passe. La lumière du projecteur est une lumière blanche. Rassurez-vous, hein, après, je vous montrerai des extraits de tout ça. La lumière du projecteur est une lumière blanche. Bon, qu'est-ce qui arrête le bleu? Le jaune. Jaune plus bleu égale noir. On n'est pas dans des pigments colorés, hein. Jaune plus bleu, c'est vert, hein, si vous mélangez la couleur. Mais là, on parle de longueur d'onde de lumière. Donc, le jaune arrête le bleu. OK, la lumière du projecteur n'a pas de bleu. Le magenta arrête le vert. Magenta plus vert égale noir. Donc, le filtre magenta qui est ici arrête le vert. Si on arrête le bleu et le vert, qu'est-ce qui reste? Le rouge. Et qu'est-ce qui va déterminer la quantité de rouge? C'est la quantité de cyan. Cyan plus rouge égale noir. Mais un peu de cyan, cela atténue la quantité de rouge. Et voilà, on retrouve notre drapeau japonais. Voilà le processus du système à imbibition au départ des trois négatifs noirs et blancs. Voilà. Et je dois quand même vous dire que la précision de ce tampon va au-delà du grain photographique, et que cela se fait à la lumière du jour. Donc c'est quand même un procédé assez étonnant. Alors, j'ai pu trouver dans mes collections un morceau de pellicule de matrice, hein. Ces bandes s'appellent les matrices, et j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir photographier l'image, et j'ai dû jouer sur des ombres, et voici une matrice en relief. Le relief, c'est quelques microns, hein, mais on peut le sentir quand même en touchant avec son doigt. Eh bien, c'est une matrice comme ceci qui sera imbibée, et par transfert de colorant, dye transfer, par transfert, on va
presser cela sur une pellicule transparente pour retrouver nos couleurs. Alors, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Alors là, je m'adresse à Megan, car dans 30 secondes, on va projeter. Alors moi, je vous propose un extrait en bichrome. C'est vraiment extrêmement rare. Un extrait en bichrome de 1934. Ce n'est pas un détail. Puis, vous allez voir dans son entièreté, ça va durer 7 minutes, mais je tiens à vous le montrer, vu la rareté de ces films. Je tiens à vous montrer le premier film réalisé en trichrome, Arbre et fleurs, de Walt Disney, qui date de 1932. Nous verrons ensuite un film en quadrichrome. Pourquoi? Parce que les densités de ces 3 premiers films en trichrome ne sont pas suffisamment fortes que pour avoir un beau noir. Alors pour avoir un beau noir, Technicolor a décidé d'ajouter une 4e couche noir et blanc. Donc noir et blanc plus les 3 couleurs fondamentales. Et vous allez découvrir ici un film de 1936 avec des noirs qui sont extraordinaires. Et Eastman Kodak a eu beaucoup de difficultés à fabriquer une pellicule qui concurrence le système Technicolor. Et nous verrons aussi un extrait de Blanche-Neige et les 7 nains en désaturé. Alors un mot d'explication quand même, c'est que Walt Disney allait dans les salles, il aimait bien s'imprégner de la réaction du public, qui rigole quand, qui pleure quand, qui est inquiet quand, etc. Et il s'est rendu compte que la couleur perturbait le récit. Donc les gens étaient impressionnés dans un monde où tout était en noir et blanc. Oh, regarde le ciel, regarde la fleur, regarde le toit de la maison rouge. Wow. Alors le public était tellement perturbé par les couleurs que Walt Disney a décidé de réaliser Blanche-Neige en désaturé, sauf la pomme. La pomme rouge est vraiment bien rouge, quoi. Et vous allez voir que cette politique de désaturation sera encore utilisée dans l'histoire du cinéma, mais minoritairement. Nous allons voir que le Technicolor sera surtout utilisé en non désaturé. Alors un petit mot quand même concernant le film en bichrome de 1934. Lorsque Walt Disney signe des accords avec Technicolor, l'industrie du cinéma n'en voulait pas trop de la couleur, hein. Et Walt Disney a pris le risque. Il dit, moi, je commence, je prends. Et il va tourner donc plusieurs dessins animés en trichrome, mais il va demander l'exclusivité pendant 2 ans. Et donc, pendant 2 ans, l'industrie, qui trouvait quand même un intérêt dans les systèmes de couleurs, n'avait pas accès au Technicolor, qui monopolisait quand même la situation. C'était un quasi-monopole. Et c'est la raison pour laquelle des dessins animés en bichrome ont continué à être réalisés après 1932. N'empêche que c'est d'une immense rareté. C'est tellement rare que aussi bien que pour Cousin de campagne, j'ai vraiment envie de vous le montrer dans son entièreté. Ça dure 7 minutes, mais vous ne le verrez probablement plus jamais comme ça. Dernière chose, l'extrait de Blanche-Neige est en très mauvais état, mais les copies en Technicolor désaturées sont immensément rares, et donc Walt Disney n'a plus voulu que ces copies circulent encore. Le film a fait l'objet d'une restauration avec des couleurs extraordinaires, mais ce que vous allez voir, c'est ce que le public a découvert en 1937. Alors, attends, je vais aller au slide suivant. Et voilà, Megan, c'est à ton tour.
Voilà. Megan, je ne sais pas si tu dois couper la lanterne. Je ne pense pas parce que le temps passe très vite et je vais un peu accélérer les choses. Alors, je venais de vous dire que Walt Disney, d'abord pour la longueur des dessins animés, ce serait quand même dommage de ne pas vous les montrer dans leur entièreté. C'est tellement rare de les voir en pellicule Technicolor 35 mm que je me suis dit il faut le faire, et puis j'ai pas non plus envie d'encore couper dans des copies d'une telle rareté. Alors, Walt Disney avait donc peur de la réaction du public. Eh bien, ça n'allait pas être le cas des productions qui allaient suivre. Le film suivant, c'est Autant n'emporte le vent. Je vous montrerai des extraits dans la prochaine conférence, où là, Zelnick voulait au contraire des couleurs très saturées. Et là, on entre dans l'esthétique de la couleur au cinéma. Il n'y avait pas de référence, donc c'était du noir et blanc ou du Technicolor. Et de l'esthétique de la couleur allait changer d'une majors à l'autre. Par exemple, vous avez vu ici L'Ange des Maudits de Fritz Lang. Eh bien, là, les couleurs ne seront pas très saturées, mais les couleurs chez Technicolor sont supervisées par une personne, une Technicolor Color Consultant. Et ça allait être entre autres l'épouse de Kalmus, Nathalie Kalmus, qui, dès l'élaboration du scénario, imposait une vision de l'esthétique de la couleur. Mais cela va quand même changer entre la RKO, la Warner, qui venait de sortir Robin des Bois, par exemple, et les films de la MGM. La différence allait quand même être énorme. J'ai envie de vous montrer ce qui fait partie de la mémoire collective des anciens, car le mot Technicolor signifie pas désaturation, mais sursaturation. Alors je voudrais vous montrer ce que c'est, avec des extraits de copies d'origine. J'ai ici un extrait de Million Dollar Mermaid, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Voilà, avec la MGM, Miracle Technicolor Musical. Vous imaginez les couleurs ici? Non, mais vous allez les voir en live dans quelques instants. Et dans Chantons sous la pluie, les couleurs sont excessives. Mais ça fait partie de l'histoire du cinéma. Et donc, je vais vous montrer ça. Je voudrais vous montrer des extraits de ces films. Et on pourrait consacrer une conférence et plus une journée d'études concernant l'utilisation de la couleur au cinéma. Je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je vais plutôt vous parler de la manière dont la MGM et d'autres vont mettre en valeur le procédé. Vous allez voir une bande-annonce très courte où le dernier carton, c'est un enchantement en couleur par Technicolor. C'était ça ou du noir et blanc. Voilà, ça vient du film Quo Vadis de Mervyn Leroy. Vous verrez des extraits dans ma prochaine conférence. Et ça aussi... mais ça, écoutez, ça, c'est un film belge. Alors, je possède une douzaine de petits films belges en Technicolor et j'ai quelques exemplaires en version flamande. Ça appartient au patrimoine de la Belgique. Je ne sais pas ce que je vais faire de ces films, mais ils sont extraordinaires. Donc, je vais vous montrer aussi un petit film publicitaire belge en Technicolor. Attendez, voilà. Alors, qu'allons-nous voir maintenant? Eh bien, on va survoler l'âge d'or du Technicolor. Nous allons voir un extrait de La Petite Sirène, je pense, en français, de Mervyn Leroy, 1952. Ah oui, excusez-moi, je brûle toujours les étapes. Quadrichrome et retour à la trichromie. Vous avez vu dans Cousin de campagne, il y a des noirs extraordinaires. Eh bien, Technicolor va améliorer la qualité des encres. Et donc, après 1937-38 environ, ce ne sera plus nécessaire d'imprimer en noir et blanc aussi. Et donc, les encres sont devenues suffisamment... je ne sais pas quoi dire, suffisamment dense que pour recréer un beau noir sans recourir à cette quatrième couche. Voilà, alors une mise en valeur du procédé dans les bandes annonces. Vous allez voir une bande annonce de Scaramouche avec le dernier carton en couleur qui vante les qualités du Technicolor, une publicité belge, et vous allez voir la bande annonce de Chantons sous la pluie qui met bien en valeur toutes les potentialités poussées à l'extrême de ce que le Technicolor pouvait offrir. Malheureusement, à partir de 1952, la situation va radicalement changer. Technicolor va se retrouver dans une situation
technologiquement compliqué et économiquement très complexe à cause du procédé Cinérama, dont vous verrez quelques images dans quelques instants. L'extrait en Cinérama est en très mauvais état. Si ça casse, eh bien, c'est pas de la faute des techniciens du Palace, c'est de la faute de mon extrait de film qui vraiment n'est pas en très bon état. Mais je voudrais vous montrer dans ce lieu l'importance du cinérama et de la troisième période fondamentale de l'histoire du cinéma, c'est l'ère de l'écran large et de la stéréophonie, où les écrans vont s'agrandir de manière considérable, empêchant en fait le procédé Technicolor de progresser. Nous allons voir comment la société Technicolor va réagir par rapport à cette situation. Alors, Megan, désolé de t'embêter, mais c'est pour toi. First movie audiences were astounded that pictures of people actually moved. But these first shadowy jumping jacks made fast strides to feature-length movies, adding the beauty of color and the thrill of hearing the pictures talk and sing. Then, the thrilling realism and extra-dimensional magic of Cinerama put you in the picture. Now, Metro-Goldwyn-Mayer has joined its creative artistry with Cinerama's magic and the genius of George Pal to bring you the first dramatic storytelling film in Cinerama, The Wonderful World of the Brothers Grimm. Now, for the first time, you will not only watch one of the greatest motion pictures of our time, you'll be right in the middle of it, as you dance with a beautiful girl and careen through the Black Forest in a runaway coach, fight a duel with a fire-breathing dragon, and most wonderful of all, you'll be surrounded by sparkling stars. A distinctive cast of the screen's most famous, each one in a dramatic role, each of them enlivening the pictorial excitement of Cinerama with the marvelous story of the two brothers who, together, told 1,000 stories the world will never forget. But the most wonderful story of all is the real-life drama of their own adventures. Yes, The Wonderful World of the Brothers Grimm is the greatest leap forward since the invention of the motion picture, the most fabulous film ever conceived by Hollywood from any standpoint. And with the partnership of Metro-Goldwyn-Mayer and Cinerama, the motion picture sweeps on to new frontiers of entertainment. Alors voilà, je vous assure qu'en cabine, ça rigole pas. Alors, un petit mot d'explication quand même par rapport au Cinérama. En 1952,
sort sur les écrans aux États-Unis en septembre 1952, un an avant le cinémascope, sort sur les écrans le film This is Cinerama. Alors, ce film n'a jamais existé en 35 mm, sauf une séquence à la fin de la conquête de l'Ouest. Et j'avais envie de vous montrer ça. Alors, la copie, à l'époque, c'était du beau Technicolor. Il n'y a jamais eu de copie 35 Technicolor de ce premier film, This is Cinerama. Donc, ce sont les seuls documents que je possède et qui permettent d'illustrer ce qu'a été brusquement l'arrivée du cinérama à l'époque de Chantons sous la pluie. On est en 52, dans toutes les salles du monde, l'écran a un format académie avec des couleurs extraordinaires, mais l'écran était petit. Et brusquement sort dans quelques salles le cinérama avec un écran courbe de 146 degrés, avec un son stéréophonique multicanaux. Et donc du jour au lendemain, le public assiste à une autre forme de représentation. Mais il y a quand même un changement dans les codes. Le cinérama, attention, n'a pas été très bien compris à l'époque. Le cinérama, ça ne s'applique pas à des films de fiction ou très mal. Le changement de code, c'est que dans le cinéma conventionnel, la forme est au service d'une mise en valeur du fond. Dans le cinérama, c'est l'inverse. Tout a été mis pour mettre la forme en valeur. Et donc, ce sont des spectacles audiovisuels étonnants. C'est vraiment très, très beau. Mais ce n'est pas vraiment le cinéma comme nous l'entendons. Alors, oublions le cinérama pour l'instant. J'en parlerai plus longuement dans la prochaine conférence. Mais ce qui est important dans cette innovation, c'est l'attitude de la 20th Century Fox qui décide de commercialiser le cinémascope. Alors le cinémascope, on dit parfois que c'est le cinémascope du pauvre. Oublions tout cela. Le cinémascope, c'est l'origine de l'écran qu'il y a ici au Palace. C'est que aussi, un an après la sortie des premiers films en cinérama, la Fox commercialise le cinémascope. Et cela va complètement bouleverser l'histoire du cinéma. L'espace scénique va changer radicalement et on va se retrouver dans une nouvelle période fondamentale dans l'histoire du cinéma. On ne conçoit pas le passage de l'écriture vers la composition d'une image de la même manière en académie qu'en cinémascope. On ne conçoit pas l'espace sonore de la même manière en mono-académie que dans les premiers systèmes en cinémascope. On est là dans une toute autre période de l'histoire du cinéma pour laquelle Technicolor n'a pas su réagir. Et donc les caméras Technicolor sont tombées en désuétude du jour au lendemain. Un an après, Chantons sous la pluie, on ne tournait plus de films en Technicolor. Il y a une autre raison, c'est l'introduction de la pellicule monopaque chromogène. Je ne vais pas revenir avec mes tableaux, mais à partir de 1952, Eastman commercialise une pellicule qui capte toutes les couleurs. Ce sera la pellicule Eastman conventionnelle, mais cela signifie pour Technicolor que plus personne ne sollicite le laboratoire Technicolor, puisque n'importe quelle caméra 35 mm pouvait tourner des films en couleur. C'est donc pour pour Technicolor, on entre dans une période d'une telle complexité que je me suis un jour amusé à compter. J'ai à peu près 2500 pages de documentation sur le Technicolor. Et dans cette documentation, il y a la liste de tous les films Technicolor. Je me suis un jour amusé à les compter année par année. Et voici ce qui s'est passé. L'âge d'or du Technicolor démarre après la Seconde Guerre mondiale et ça monte en flèche puisqu'ils occupaient le monopole de la couleur. À partir de l'introduction de l'Eastman Color, plus besoin des caméras. Trifilm et le laboratoire se retrouvent dans une situation économique catastrophique. Vous voyez la chute de la quantité de films tournés et de tournés en Technicolor. Et dans les points verts, là, excusez-moi, en vert, en fait, ce ne sont pas des films tournés en trifilm, ce sont des films qui recourent au système d'imbibition. Alors, je reviens un peu en arrière. Le Technicolor trifilm signifie 3 négatifs, puis 3 matrices pour tirer des copies par imbibition. Eh bien, oublions l'étape d'acquisition en 3 films noirs et blancs et remplaçons-les par un négatif Eastman Color et continuons à tirer les copies par imbibition. Et c'est ce qui va partiellement sauver la société Technicolor. Mais Technicolor va proposer à l'industrie des traitements. Attendez, je ne sais pas où j'en suis. Voilà. Technicolor va
proposer à l'industrie du cinéma de pouvoir traiter jusqu'à 60 systèmes d'acquisition différents. Alors, je viens de vous dire que la Fox introduit le cinémascope. J'en parlerai plus longuement lors de ma prochaine conférence, mais plus de 60 systèmes vont voir le jour. Techniscope, Superscope, Panavision, Ultra Panavision, Todao, etc., etc. Je me répète, ça c'est pour le mois prochain, mais Technicolor va proposer une aide à l'industrie et leurs laboratoires deviendront les laboratoires les plus performants du monde dans le traitement de tous ces formats, qu'ils vont proposer de continuer à imprimer selon la méthode par imbibition. Alors vous avez ici la fameuse caméra Technicolor Trifilm, et un des tout premiers procédés qu'ils vont pour lequel ils vont fabriquer des caméras, c'est le procédé VistaVision, dont on a beaucoup parlé pour l'instant. Le dernier film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, vient d'être tourné en VistaVision, et j'ai aussi donné une conférence à Paris sur le retour de la VistaVision. Eh bien, Technicolor va, dès 1954, je n'ai pas mis la date, dès 1954, ils vont proposer à l'industrie de modifier leur caméra Trifilm en caméra VistaVision. Et je pense que l'heure avant, je vais donc moi aussi accélérer un petit peu. Alors la VistaVision, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un négatif, un négatif qui est 2 fois plus grand que les négatifs conventionnels. C'est sur 8 perforations, voilà. Donc, vous savez qu'en 35, on tourne sur 4 perfos. Eh bien, la VistaVision, c'est un procédé qui consiste à tourner sur 8 perfos avec un très grand négatif et de réduire cette image négative dans 3 types de copies positives. Il y a des copies pour projection en VistaVision, des copies où il faut des projecteurs à défilement horizontaux, j'en parlerai la prochaine fois. Il y a des copies en anamorphique VistaVision, on oublie pour l'instant, et il y a des copies tirées standard. Donc le grand négatif VistaVision sera réduit dans une copie 35 mm conventionnelle. Mais pour cela, il faut des laboratoires pour traiter tout cela. Il faut une caméra particulière, il faut des tireuses. Eh bien, Technicolor va, dans un premier temps, puisqu'ils sont obligés d'abandonner les caméras Trifilm, ils vont utiliser les mécanismes de ces caméras pour proposer à l'industrie de savoir traiter ça. Alors ça, c'est L'homme qui en savait trop, qu'on a eu la possibilité de projeter ici, très très grand négatif. Eh bien, au départ de ce négatif, ils vont tirer des matrices jaune, cyan, magenta, comme dans le procédé Technicolor conventionnel. Et on obtient des copies Technicolor par imbibition d'un très haut niveau de qualité, puisque le négatif est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est une première manière de réagir par rapport à la situation économique. Mais Technicolor, c'est aussi une société qui va introduire 2 procédés. Le Technicolor pour la couleur, le Technirama et le Techniscope pour des procédés. Alors le Technirama, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la VistaVision anamorphosée. Alors, voici le format originel de l'image. C'est ce que l'on voit dans le viseur de la caméra. On va compresser cette image latéralement d'1,5 fois et on va la placer dans un grand négatif VistaVision anamorphosé, au départ duquel on va fabriquer des matrices pour réaliser des copies compatibles avec le cinémascope. Je vais un peu vite là, mais venez pour la conférence suivante, et ils vont aussi introduire le Super Technirama 70 mm. Au départ de ce grand négatif, ils vont légèrement désanamorphoser l'image et fabriquer des copies 70 mm d'un très très haut niveau de définition. Donc voilà, le Technicolor propose un procédé pour les écrans larges, mais ils vont aussi proposer un procédé. Alors voici notre ami Stanley Kubrick devant les caméras Technicolor. Voici une caméra Technicolor et voici une caméra Technicolor modifiée pour le Technirama que Kubrick va utiliser pour Spartacus, par exemple. Alors, j'ai d'autres photos. Voilà d'autres caméras. Vous reconnaissez la célèbre caméra Technicolor, Trifilm, mais elle a été modifiée pour le Technirama. Et comme vous le voyez ici aussi, voilà. Et là, vous voyez une caméra Technicolor de l'époque du format Académie.
réutilisé ici sur le tournage de Spartacus dans un blimp qui pèse 200 kg. Ce sont des caméras très bruyantes et donc il fallait des blimps, des boîtes qui permettaient d'insonoriser ce mécanisme. Alors ils vont aussi inventer un format très économique, le Techniscope, qui consiste à tourner sur 2 perforations seulement, sans recourir à l'anamorphose. On a donc une très petite image, 2 perfos, c'est donc la moitié de la définition du 35 conventionnel. Mais l'avantage d'une prise de vue linéaire, c'est de ne pas recourir à l'anamorphose et d'avoir une énorme profondeur de champ que le cinémascope n'offre pas. Encore une fois, je me répète, on parle ici de la couleur, mais c'est un procédé introduit par Technicolor et j'en l'expliquerai plus longuement dans 2 mois. Mais ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, par exemple, ce sont des séquences, des extraits de tous ces films traités par Technicolor et où vous verrez de très très belles copies en Technicolor à imbibition, contrairement à l'extrait que vous avez vu il y a quelques instants en Cinérama, parce que je ne sais pas faire autrement. Alors, qu'allons-nous voir maintenant ? Eh bien, Technicolor va donc se spécialiser dans le traitement d'une multitude de procédés. Vous avez ici, issus de mes collections, d'ailleurs, quelques exemples. Vous avez ici, voilà, le Technirama Technicolor. Vous avez ici le Technicolor Techniscope. Il y a le Superscope, c'est encore un autre procédé. Il y a le procédé Panavision. Mais là, on peut aussi voir couleur de pâté, je pense. Je ne vois pas trop bien d'ici. Mais bref, c'est un tirage Technicolor à imbibition. Ça, c'est un extrait de West Side Story tourné en 70 mm, mais réduit en 35. Technicolor était en mesure de le faire. Vous avez du Totalscope, avec des copies tirées par Technicolor, mais aussi optiquement traitées par Technicolor. Alors, on va aller vite parce que je pense que la séance suivante se rapproche. Qu'allons-nous voir maintenant ? Ce sont les derniers extraits que nous verrons dans cet exposé. Eh bien, je vous propose un extrait de Funny Face en VistaVision et qui date de 1957. Donc, je répète, Funny Face, VistaVision, grand négatif, 8 perfos, réduit en 35 mm. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Technicolor non seulement proposait des traitements au départ de tous ces formats différents, mais proposait aussi des effets de trucage. Et dans la séquence que j'ai choisie ici, il y a du split screen, c'est-à-dire par exemple une image qui se divise en 3. Eh bien, Technicolor était en mesure de proposer des machines spéciales pour des traitements particuliers. Vous allez voir une séquence de Spartacus et je vous invite à être très attentif à la définition des images que vous allez voir. Vous allez voir un extrait de Pour quelques dollars de plus en Techniscope. Alors, soyez vraiment attentifs à la différence de qualité entre le Technirama et le Techniscope. Donc, je répète, le Technirama, très grand négatif, image d'un très haut niveau de définition. Le Techniscope, qui a comme avantage d'avoir une énorme profondeur de champ. J'ai donc choisi une séquence de Pour quelques dollars de plus où vous verrez un chasseur de primes avec son revolver qui va abattre quelqu'un qui est chassé, je ne sais pas comment on les appelle. La caméra est à 30 cm du revolver. Le revolver est net et la personne qu'il va abattre est à 100 mètres et elle est nette aussi. Alors ce type de profondeur de champ dans des films pour une finalité scope, ça, en cinémascope, c'est impossible. Et donc, le Techniscope a des avantages. Et Sergio Leone va exploiter ce nouvel outil pour l'espace scénique des écrans larges. Découvrons ça. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 fois moins de définition. Donc, c'est 2 fois moins défini que le film en Technirama. Et vous allez voir aussi l'apogée du système Technicolor à imbibition. Vous allez voir une séquence de Cléopâtre avec un niveau de définition absolument époustouflant. Alors, en réalité, la définition à la fin de l'âge d'or, donc par exemple la définition de Chantons sous la pluie, eh bien, n'aurait pas permis ce niveau de qualité. Donc, Technicolor va continuer à perfectionner son système
d'ancrage, à imbibition, et il va dépasser la définition du grain photographique. C'est quand même donc un procédé assez exceptionnel qui va perdurer jusqu'en 1974 aux États-Unis, jusqu'en 1976-77 dans les laboratoires Technicolor à Rome. Et j'avais vraiment envie de vous montrer quelques images de Cléopâtre sur grand écran avec un niveau de définition mais hallucinant, et on n'a toujours pas fait mieux. Voilà. Donc, je vais demander à Megan d'envoyer la projection. Un instant. Voilà. Voilà, donc c'est sur ces images d'un très haut niveau de qualité que j'avais envie de terminer, parce qu'en fait, cela clôture toute l'évolution du Technicolor, depuis Arbre et Fleurs, où ça manque quand même pas mal de définition, jusqu'à Cléopâtre. Technicolor n'a pas arrêté d'améliorer les systèmes d'imbibition. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est jamais qu'une gélatine que l'on va réduire avec de l'eau jusqu'à obtenir une définition supérieure à celle du grain photographique. C'est quand même tout à fait extraordinaire.